Yeah, on est en direct! Allô, Alexandre? Yeah! Allô? Allô, on va faire comme si ça faisait pas 20 minutes qu'on discutait, OK? On va dire « Hey, salut, comment ça Bonjour! va? Long time no see! » J'espère que tu as eu une bonne matinée. Oui! Parce qu'évidemment, avant mes lives, je discute avec mon invité, bien sûr, et on jase de tout et de rien pour se détendre avant d'entrer en direct. Donc, c'est toujours drôle de dire « Salut! » alors que ça fait C'est 5 minutes clair. qu'on jase. J'aime bien que tu dises qu'on Donc, discute de tout et de rien. On a passé notre temps à parler de loi 25. oui, c'est ça, exactement, exactement. Puis à chialer sur certaines affaires. Mais là, on peut chialer devant tout le monde. C'est Ouais. merveilleux. Donc, Alexandre, merci infiniment d'être là ce midi. C'est plaisir. Midi, heure du Québec. Mais si vous nous écoutez en France, bien évidemment, la loi 25, c'est au Québec, mais tout ce qu'on va dire, là, je pense que ça s'applique aussi pas mal au RGPD. Hein? Mais bref, tu sauras peut-être me le dire mieux. Merci tout le monde d'être là. Je vois qu'il y a quand même une quarantaine de personnes en direct. C'est génial. Écoute, habituellement, là, je mets un petit peu de publicité pour promouvoir mes mini-formations parce que même si c'est gratuit, ça m'a de la visibilité, c'est de la création de contenu et tout ça. Puis cette fois-ci, j'ai pas mis de pub. Et écoute, on a plus de 250 inscriptions. Donc, c'est la preuve que le sujet d'aujourd'hui est vraiment parle à beaucoup. Donc, si vous êtes là en direct ou en rediffusion, juste nous dire un petit bonjour dans les commentaires. Annick, yes! Yes. Ah, ça fait plaisir, Annick, merci. Mais là, félicite-nous pas tout de suite. Tu nous féliciteras dans une heure parce que peut-être que ça va être pourri. Non, Tu auras mal à la non. tête. Ouais, oui, yes, c'est ça, exactement. Ça dit, mon Dieu, je vais passer un bon week-end, moi. Mais en fait, on est jeudi, on n'est même pas vendredi. Là, je me calme avec le week-end. Good, il y a Isabelle, il y a Lise, il y a Jessica. Allô, Jessica, contente de te voir. Il y a Val, il y a Maxime. Excellent, super. Beau bonjour de Sherbrooke. Allô, Lucie. Yes. Centre de recherche Saint-Louis. Cool, un centre de recherche. Excellent. Excellent. Je suis super contente. Donc, merci d'être là, Eric. Cool. OK. Yes, on a plein de monde. C'est génial. Donc, avant que tu prennes quelques minutes pour te présenter, Alexandre, petite mise en garde que je fais à chaque fois, puis tu me l'as dit toi-même que tu voulais qu'on la fasse, et on va la faire, c'est certain. Avant, à chaque fois que je parle de la loi 25, petit disclaimer, entre guillemets, parce que en français, on dirait quoi? Mise en garde? Oh, C'est c'est ça? une bonne question. Mais bref, nous ne sommes pas, ni toi, ni moi, des avocats, des juristes. Donc, on ne donne pas de conseils juridiques. De toute façon, je pense pas qu'un avocat donnerait des conseils juridiques dans un live comme ça devant 50 personnes. Mais bref, nous ne sommes pas des avocats. Donc, bien sûr, nous, c'est notre interprétation de la loi. Et surtout, avec notre œil de professionnel en marketing, professionnel du web, de la communication et tout ça. Donc, simplement, on tient à vous le préciser. Donc, ça, c'est dit. Deuxième chose, j'appelle ça mini-formation parce que je n'ai pas envie d'appeler ça un webinaire parce que, webinaire, pour la majorité des gens, ça sonne qu'il y a un pitch de vente à la fin. Alexandre et moi, on a chacun notre entreprise. Donc, si vous avez envie de travailler avec nous pour la suite des choses, vous pouvez nous contacter. Alex a fait gentiment un beau petit formulaire que je vais vous mettre dans les commentaires et que je vais envoyer par courriel aussi. Si vous avez envie de nous écrire pour voir comment on peut travailler ensemble, comment on peut vous accompagner dans tout ce qui concerne la loi 25 et ce dont on va parler aujourd'hui, vous pouvez nous écrire. Mais c'est ça. Donc, on n'a pas de pitch de vente à la fin. Le but, c'est de démontrer nos expertises, évidemment, mais aussi de partager nos connaissances puis de transmettre la bonne nouvelle, j'allais dire. Pas tout le temps des bonnes nouvelles, mais bref. Et on n'a pas un plan de formation très clair, c'est plus une discussion. Mais pour les discussions que j'ai eues avec toi, Alexandre, je pense que ça va être très pertinent. Pas, je sais que ça va être très pertinent parce que tu as des connaissances beaucoup plus pointues que moi en termes de loi 25, de protection des renseignements personnels. Tu as aussi, je pense, des valeurs très, très profondes que tu vas pouvoir nous partager dans tes valeurs au quotidien. Bref, et comment tu gères tout ça. Mais avant qu'on démarre, qui es-tu, Alexandre Alves? Je suis un drôle d'humain avec un drôle de Un parcours. drôle.
Un drôle de personnage. Ah mon Dieu, mon Dieu. Bah, là-bas, je voulais être médecin. J'ai un peu manqué ma vocation, hein. J'ai travaillé. Oh! Ouais, j'ai vraiment Mais là, manqué tu ma serais en job. grosse crise, là, tu serais avec la loi 2, puis là, ça irait super mal. Fait que c'est mieux que tu sois pas médecin, finalement. Ouais, effectivement. Ouais, j'avais un attrait pour la santé, moi, à l'époque, mais finalement, j'ai bifurqué dans les finances et la gestion d'entreprise dans Oh, mes quand même. études. Ouais, j'ai fait de la OK. compta aussi, j'ai fait divers métiers de la comptabilité pendant 5 ans et j'ai haï ça. Oh, OK. En parallèle, je m'amusais, je m'intéressais beaucoup, beaucoup à l'informatique. J'ai commencé l'informatique à 11 ans. Je travaillais sur MS-DOS et les premières versions de Windows. Puis après Wow. ça, j'ai commencé à coder du web tout seul. Et quand je suis arrivé au Canada en 2012, j'ai commencé à me spécialiser dans le web spécifiquement. Et j'ai fait plusieurs cours, formations en lien avec le marketing web. J'ai monté mon agence web, qui est Collectif Web à l'heure actuelle. Oui. Et en fait, depuis que j'ai commencé ce processus-là, il y a un attrait qui est resté, c'est l'attrait envers la cybersécurité. Et je parle pas de Mhm. cybersécurité, genre oui, j'ai une entreprise, est-ce que ça peut se faire hacker? Ouais, j'avoue que ça m'intéresse un peu cet aspect-là. Ce qui m'intéressait surtout, c'était de savoir quels sont les logiciels, les applications qu'on utilise, les routines informatiques et web qu'on utilise, mais qui nous nuisent en fait au quotidien et qui Mhm. nous nuisent aussi en termes d'infiltration de données. Ça m'intéresse de savoir qu'est-ce que Google et Microsoft adorent espionner chez nous, et comment on peut en sortir de cette boucle-là. M'intéresse à beaucoup, beaucoup ces aspects-là. En fait, j'appelle ça la souveraineté numérique, tout ce qui est souveraineté Mhm. numérique. Et là, la RGPD est arrivée, j'ai fait comme oh, intéressant, mais je suis plus Tu enfant. devais être excité, là, parce que ça répondait à toutes tes. En fait, ça venait un peu confirmer que tu n'étais pas fou de t'intéresser à tout ça. Il y avait quelque chose qui se passait en arrière-scène, là. Ouais, ouais, absolument. Surtout que les sites web abusent beaucoup hein, en termes de collecte de données et l'usage des données. Il y en a qui ont eu beaucoup, il y a eu beaucoup qui ont eu des fuites de données. Beaucoup, 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 Ouais. beaucoup plus qu'on Ouais. l'imagine. Et certains ne savent même pas qu'ils ont eu des fuites de données de leur site web ou même de leurs outils, courriels, etc., CRM, Oui. etc. Même les C'est drôle macros. parce que tu dis les sites web récoltent beaucoup de données. C'est pas les. Tu sais, on le sait, là, ultimement, c'est pas le site web. C'est tout ce qu'on connecte à notre site web. Puis c'est pas le propriétaire du site web souvent. C'est tous les outils connectés, les GAFAM de ce monde qui viennent siphonner des données pour Bah, améliorer leur propre, ouais, tout à leur fait, propre domaine. et pas que en fait, parce que oui, effectivement, on peut considérer ces outils-là qui sont connectés, qui vont collecter beaucoup de données et faire n'importe quoi avec. C'est comme Google Analytics qu'ils disaient pas vraiment qu'est-ce Ouais. que ils collectaient tout à fait. Dès qu'ils ont fait GA4, c'était parce qu'ils devaient se mettre dans une bonne case qu'on leur a donnée. Puis même Ouais. après, il y a encore des ambiguïtés. Hein. J'ai les élus, moi, les politiques de confidentialité de Google. Je vous jure, c'est un casse-tête à mourir. Et essayez même pas d'essayer de la comprendre avec l'IA. Ça va être une horreur. Genre, mettons les Ah, reCAPTCHA. Je serais ouais. intéressé à savoir dans les commentaires qui a des reCAPTCHA. Les Google reCAPTCHA, là, Oui. sur le site Oui. web, là, qui en a? Juste à savoir un peu. Parce que Google reCAPTCHA, si vous regardez la politique de confidentialité, ils disent absolument pas qu'est-ce qu'ils collectent. Donc, on ne sait pas Ah si non. non, on ne sait pas si shop votre adresse IP, si c'est votre compte YouTube que vous avez, votre compte Gmail qui est connecté. On ne sait rien, 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 rien de tout ça. C'est opaque à en mourir. Donc, tous les outils de gestion cookies, qu'on connaît, Cookie Yes, User-Centrics et autres, la plupart vont le catégoriser dans la catégorie des non essentiels. Il y a plusieurs catégories dans les cookies ou les Ouais. scripts Oui. externes. Donc, il va Ouais. vous les mettre dans les non essentiels. Ce qui veut dire quoi? Que votre formulaire qui a un beau CAPTCHA, ben, il ne peut pas marcher, votre formulaire, Ouais. parce que le Ouais. CAPTCHA est mis comme dans une case qui n'est pas essentielle. Donc, les gens qui disent non, non, j'en veux pas des cookies, ils ne peuvent pas utiliser vos formulaires, ce qui est fort problématique, on est d'accord. Alors, qu'est-ce que font les gens habituellement? Tranquillement, ils basculent dans la catégorie essentielle, ce qui est pas bon. On ne devrait pas faire ça. Mm. Donc, à Mm. la place, on utilise autre chose que Google reCAPTCHA. Voilà. Absolument. Puis tu pourras nous donner des suggestions par rapport à ça. Oui, volontiers, volontiers. Fait que Good. Parfait. la souveraineté numérique, ça m'intéressait. Je vais juste finir sur cet aspect-là. Et Oui, vas-y. j'ai même monté un petit blog dans lequel je publie tout ce que je connais en lien avec ça. Puis j'ai renoué avec la santé aussi. J'ai commencé des études en médecine fonctionnelle il y a 5 ans. Et, OK. j'adore. Et je publie autant les deux. Alors c'est un peu bizarre de mixer cybersécurité et santé, mais pour moi, je vois ça comme de la souveraineté globale. Donc j'ai un petit blog qui s'appelle le-caribou.ca. Puis je publie beaucoup, beaucoup là-dessus d'informations en lien avec ça. OK, Ouais. good. Ah, je ne savais pas ce côté-là. Ben, je savais que tu avais des études, que tu avais repris des études, tu m'en avais parlé, mais tu blogues là-dessus. OK, cool, je Ouais. vais aller regarder ça. Très Excellent. activement, comment sortir de Microsoft, comment enlever Windows, là, qui nous ont mis le Windows 11 qui capture beaucoup de données. Ça, c'est un gros sujet. Hein. Tu me la ressortiras dans le webinaire, ça vaudrait la peine, hein, parce que là, les Microsoft Parfait. Windows, Je vais ils ont prendre tous des notes. copilote, là. Ils ont tous copilote Microsoft Windows Ouais. en ce moment.
Oui, C'est quoi ça? oui, Les IA là, qui lisent ce que vous faites. Hein? Pensons à absolument. ça. Ils sont toutes là. Oui, absolument. C'est bon, parfait. Puis on va se le dire, là, un peu, on a une vision assez commune, toi et moi, mais c'est sûr que je suis un petit peu plus lousse que toi. On va se le dire. Tu es un petit peu plus carré dans tes convictions, peut-être, et tout. Fait que un autre disclaimer, peut-être, pour les gens qui nous écoutent, ça se peut que vous me trouvez un peu. Je suis moins stricte et voilà. Fait que bref, un autre petit disclaimer. OK, génial. Il y a des bonnes Attends un petit peu. questions là. Est-ce qu'on peut avoir le site officiel d'Alexandre? Oui, c'est Collectif Web. Mais je vais vous mettre notre formulaire. Le petit formulaire, c'est à la fin. Vous avez envie d'entrer en contact avec l'un de nous deux. Mais c'est sur le site d'Alexandre. Donc, c'est collectif-web.ca. Exact. Super. Si vous avez des questions, posez-les. Je vais essayer de les lire peut-être en même temps ou après pour que le flow soit quand même soit intéressant. Hey, on est 75, Alexandre, c'est fou, là. Merci d'être là en live. My God, yes. OK, là, on dirait que le niveau d'anxiété il vient de monter. Bon, on va être bon. Yes, on est capable. Let's go. Donc, première question pour toi. Parce que en fait, ça, pourquoi on voulait faire cette rencontre-là, c'est, on va parler d'IA un petit peu après, là, parce que ça en fait partie, mais tout ce qui est le cloud, pourquoi, en fait, c'est quoi tes recommandations par rapport au stockage des informations dans le cloud? Qu'on ait, évidemment, là, je fais référence à Google, Google Workspace ou tout ce qui est l'environnement de Microsoft. C'est les deux principaux, hein, je pense, que la majorité des gens, c'est soit dans une famille ou dans l'autre. Qu'est-ce qu'il y en est par rapport à la loi 25 de tout ça? Est-ce qu'on peut s'en laver les mains ou nos informations, qu'est-ce qu'on doit faire avec ça, les informations de nos clients? Je suis sûr que l'audience a une petite idée de qu'est-ce que je vais dire. Hein. C'est moi le rigide de la gang, fait que vous savez qu'est-ce que je vais dire. Ouais. Au niveau des clouds, tout ce qui est info nuagique, les classiques Google Drive, Dropbox, OneDrive. Il y a aussi Proton Drive qui prend beaucoup d'espace en ce moment. OK. Ouais, il prend beaucoup d'espace. Toutes les gens qui vont utiliser ça, il faut garder à l'esprit plusieurs choses. J'ai beaucoup de recommandations, je vais essayer de les faire succinctes, je vous jure. Première chose, c'est que si vous utilisez une version gratuite de un de ceux que j'ai cités, Proton Drive non, hein, mais les versions gratuites, parce qu'il n'y a pas de gratuité dans le Proton Drive. OK. Officiellement, là, vous êtes déjà hors la loi, non conforme. En fait, quand je parle de non conforme, là, on peut rendre conforme malgré que vous ayez un personnel. Mais le problème du personnel, donc des comptes personnels gratuits, c'est que ces outils-là, quand vous consultez la policy de confidentialité que vous avez accepté, que vous avez consenti, mais que vous n'avez pas lu, là-dedans, vous remarquerez éventuellement qu'ils utilisent ces données-là. Même qu'il y a une clause, je ne sais pas s'ils l'ont changé, parce que j'ai regardé ça il y a 1 an à peu près, il y a une clause dans Google Drive qui dit que tout ce qui est dedans, en gratuit, c'est à eux. Ben, Facebook aussi, il y avait un truc comme ça qui disait que toutes les photos, tout ce qu'on met sur Facebook appartient à Facebook. Ah ouais, LinkedIn aussi, hein, les posts. Dès qu'ils ont commencé à intégrer l'IA, ça y est, hein, ils ont dit les posts sont pas à vous. On peut utiliser le contenu comme ça nous tente, c'est à nous. Mais non, c'est pas à vous, c'est nous qui avons créé le contenu. Fait que attention. Donc compte gratuit, c'est un no-go tout de suite. Il faut faire vraiment super attention. Et si jamais vous tenez absolument à l'utiliser, vraiment, là, genre, non, c'est no way, je paierai un 10 pièces ou 20 pièces par mois. Dans ce cas-là, il va falloir faire le document de FVP. Le EFVP, pour rappel, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le document d'évaluation sur les facteurs relatifs à la vie privée. C'est un petit document super gros, il y a des gabarits qui existent, que vous pouvez prendre, c'est un fichier Word, là, vous pouvez l'utiliser directement, et il y a juste à remplir les cases à l'intérieur. L'idée, en fait, c'est, je vous le fais très succinct, je vous jure, c'est long sinon, mais l'idée, c'est d'indiquer dans le document qu'est-ce que vous utilisez comme outil. Donc, c'est un outil par EFVP. Donc, il faut faire un EFVP par outil. Hein. Une évaluation pour chaque outil. Évaluation des facteurs relatifs à la vie privée, juste pour vous dire l'acronyme, je l'ai écrit là, EFVP. Donc, si vous voulez, je vais aller chercher, pendant que tu expliques, je vais aller chercher un gabarit disponible. Ouais. Oui, bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, je travaille sur un outil d'IA que les gens vont pouvoir remplir des questionnaires et ça va remplir un EFVP. Très cool! Je regarde les possibilités. OK. Il faut que je regarde si c'est bien conforme au niveau légal avec un juriste, avocat. Fait que dès que ce sera prêt, je vais probablement le publier sur le site du collectif probablement.
OK, Donc, good. stay tuned. Oui, Si jamais ça c'est sûr, arrive. ça va m'intéresser, ça. Ouais. Ouais, bah, c'est ça, c'est compliqué pour tout le monde. Puis j'avais regardé justement hier s'il y avait quelqu'un qui avait créé cet outil-là, personne ne l'a utilisé. Je suis comme, ah, c'est bizarre. Pourtant, ce serait pas long à mettre en place. Et d'autant plus que l'IA va pouvoir chercher et aller crawler directement les politiques de confidentialité des outils que vous utilisez. Fait que si vous utilisez Zoho, CRM ou HubSpot, il va aller chercher automatiquement la politique de conf, va aller chercher toutes les personnes, parce qu'il y a des personnes hein, chez HubSpot, par exemple, qui sont les responsables de la protection de la vie privée. Les Et DPO, oui. ouais, exact. Fait que là, techniquement, il va les prendre, il va comme les insérer dans le document. Et donc, bref, le document, ça sert à quoi? Ça sert principalement à indiquer quel outil vous utilisez, pourquoi vous l'utilisez, à quelle fin, comment vous contingentez l'information dans le sens où combien de temps vous allez le garder, où est-ce qu'il va être stocké, dans quel endroit, quel pays, quelle province, même des fois quelle adresse. On peut aller très précis. Puis plus que ça, on va aussi indiquer quelles sont les méthodes que vous allez employer s'il y a une fuite de données. Ça, c'est la partie plate, je vous l'avoue, mais c'est une partie aussi utile et intéressante parce que réellement, je vous jure, ça arrive. Ça arrive, malheureusement, ça arrive. Fait que, mettons, vous avez, je dis n'importe quoi, vous avez une base de clients, vous l'avez mise dans Google Drive, gratuit ou pro, peu importe. Puis là, je sais pas pourquoi, mais vous avez oublié d'enlever les partages à quelqu'un et ce quelqu'un s'est fait hacker son email. Ouais. Donc, la fuite de données a eu lieu, les clients se sont fait fuiter sur Internet, etc., avec toutes des informations utiles, avec la date de naissance et les numéros de carte de crédit et tout. Vous devez penser déjà proactivement sur qu'est-ce que vous feriez à ce moment-là. Puis la réponse, c'est pas obligé d'être oui, bah alors moi, je vais engager une firme de cybersécurité, puis on va faire ci, faire ça, on va hacker le hacker. Non, c'est pas ça. Des fois, c'est comme, écoute, on s'est fait fuiter, on va envoyer un courriel à tout le monde, à tous les clients qui sont touchés, on va envoyer un courriel à la CAI parce qu'on est obligé pour déclarer l'incident. On va essayer au maximum d'aller chercher l'information sur le web et essayer de le retirer. Si on peut pas, too bad. On risque de ne pas être capable de faire grand-chose hein, pour cet aspect-là. Un peu comme Desjardins, là, Equifax. Là, Desjardins. Récemment, justement, c'est ressorti. Hein, leur base de données a fuité à nouveau récemment. Là, oui, récemment. Récemment, ça, c'est parce qu'on le sait. Mais c'est arrivé à beaucoup d'autres reprises, mais on n'est pas au courant nécessairement. Ouais. Plus qu'on l'imagine. C'est pour dire que le MVP sert à contingenter tout ça. C'est pas si pire comme document là, quand on arrive à le remplir. Puis il faut le remplir au mieux de notre connaissance. Vous n'êtes pas obligé d'être un freak total de toute la loi 25 et le MVP et tout ça. Remplissez-le au maximum. Et le principal, c'est d'en avoir au moins. Donc, ça sort qu'est-ce qu'on fait avec ce document-là? On le met où? On l'envoie à qui? Alors, pas sur Google Drive, non, je rigole. C'est une blague. Bien sûr qu'on peut le mettre sur Google Drive, il n'y a pas de problème, mais dans le fond, gardez-le. Il faut que vous ayez un endroit à l'interne, que vous conservez toutes vos politiques en matière de protection des données. Peu importe quoi, ça peut être archivé en papier. Si vous êtes papier, imprimez-les, mettez-les dans un dossier. Le jour où la CAI dise OK, avez-vous un EFVP, bah, tu sors ça le papier, là, tu es comme voici. C'est tout. C'est ça. Puis, c'est ça aussi, on dirait, les gens sont craintifs, je comprends, ils se disent « Oh mon Dieu, je veux bien faire les choses et tout », mais tu sais, le pire qui peut arriver, c'est que tu te fais contrôler et que tu démontres que tu as fait tout en ton pouvoir. Parce que ultimement, là, à la fin de la journée, là, on est des entrepreneurs, on est, surtout en ce moment, là, dans tout ce qui se passe dans la société, on est en mode survie, on essaie tous de faire survivre notre entreprise. On n'est pas des gros méchants loups là, qui voulons vendre les données. Là. J'en ai pas, moi, des clients comme ça là, qui sont comme machiavéliques, puis je vais prendre les données de mes clients, je vais envoyer ça, là, je vais faire de l'argent. Mais non, on a tous une bonne intention. C'est juste qu'on n'était pas encore conscient de l'impact des outils qu'on utilisait. Puis là, maintenant, on l'est. Et on a les outils en place, comme un guide comme ça pour faire un FVP. Et donc, on le stocke. Moi, c'est ce que je dis à mes clients, d'ouvrir sur le Drive, sur leur Google Drive, et de mettre tous les documents relatifs à la loi 25. Ouais. Donc, que ce soit le registre des données, pas les données en tant que telles, mais le type de données récoltées, hein, évidemment, la nuance est importante. Un registre pour les incidents aussi. Donc, justement, s'il y a un incident comme ça, il faut le colliger quelque part, il faut juste le mettre par écrit quelque part, puis dire qu'est-ce que tu as fait. Ben, j'ai informé mes clients. Il y avait 60 clients. Je leur envoyais un courriel pour les informer. Puis je leur ai dit qu'est-ce que j'allais faire à partir de maintenant. Donc, je vais sécuriser encore plus mes mots de passe. Je vais enlever accès à toute personne qui ne travaille plus dans mon organisation. Il n'y a plus personne qui va avoir accès à mon Drive, etc., etc. Donc, après, ben, tu sais, there's so much you can do, là. À un moment donné, tu sais, en tout cas, je ne sais pas si tu partages mon avis, là.
Ah, je suis d'accord, et c'est même indiqué à plusieurs reprises sur le site de la série. Le but, c'est de faire le maximum que vous pouvez. Il faut que vous démontriez que vous avez fait l'effort nécessaire pour produire ce qui a besoin d'être produit pour la loi 25. Et la série, à l'heure actuelle, elle n'a pas vraiment envoyé tant de grosses sanctions. Les sanctions qui ont été mises en place à date, c'est vraiment pour des récidivistes, des gens qui ont été avisés qu'ils n'ont pas suivi les règles de la loi 25 et qui n'ont rien fait par rapport à ça, ou des très grosses entreprises qui n'ont aucun scrupule vis-à-vis de ce qu'ils font au niveau de la loi 25. Mais surtout, c'est qu'il y en a que c'est tellement lucratif pour eux qu'ils préfèrent payer des amendes que de changer leur modèle d'affaires parce que le modèle d'affaires est tellement lucratif. Donc, ils se disent, ben, au final, je vais payer l'amende, mais là, après, jusqu'à quand ça va se rendre, cette histoire-là? Ouais, c'est ça. J'ai mis donc des petits liens. J'ai mis un lien qui mène directement vers un modèle, en fait, qui était sur le site web de la CAI. Puis la CAI, là, on parle un peu en acronyme là, depuis le début, mais c'est souvent ça là, dans beaucoup de milieux. La CAI, c'est pour la Commission d'accès à l'information du Québec. Et j'ai mis le lien vers un document qui explique justement comment, c'est quoi les étapes, en fait, un guide d'accompagnement pour réaliser une évaluation là, relative à la vie privée. Donc, ça, c'était ton premier point. Ne pas utiliser les outils gratuits, la version gratuite, à moins de faire une évaluation. Mais est-ce qu'on fait une évaluation quand même si on prend la version payante? En fait, la version payante, ce qu'il faut, c'est aller au moins se renseigner. Je sais que pas grand monde a envie de le faire. Je le comprends, je vous filme, mais si vous faites les choses adéquatement, ça vaut la peine. C'est d'aller vérifier auprès de vos fournisseurs, d'une, si eux-mêmes sont conformes à la loi 25, qui vont vraiment vous donner le nécessaire au niveau de la protection de la vie privée, des données qui sont collectées chez eux. Et ce, pour n'importe qui. Hein. HubSpot, Google Drive, n'importe qui, là. Okay, peu importe ce que vous choisissez. C'est d'aller au moins contacter pour voir qu'est-ce qu'ils font vis-à-vis de ça. Après, je vous imagine bien me dire, ok, vas-y, j'ai Google Drive Enterprise, j'ai un compte business, puis c'est Google. Je dirais, ils doivent forcément être conformes. Attention, c'est Google, justement. C'est pas le problème. Ouais. Eux, ils s'en fichent des sanctions. Hein. Ils en ont eu, ils en ont encore, et ils vont continuer d'en avoir. Hein. Ouais. Il faut faire attention. Et d'ailleurs, by the way, Google, si je ne me trompe pas, tous les serveurs sont déjà aux US. Fait que déjà par défaut, vous prenez un Enterprise ou n'importe lequel, vous devez faire un EFTP. Par contre, Microsoft Office 365, eux vous offrent la possibilité d'avoir le stockage de vos données directement au Canada. Donc déjà, faites-le et ça vous ôtez cet aspect-là de Canada-Québec. Le EVP, c'est tout ce qui sort du Québec. Fait que, il faut s'assurer Est-ce d'avoir que les données. Microsoft, ils ont des serveurs au Québec? Ça peut se faire? Je ne sais pas. OK. Je sais pas. Moi, je pense par défaut, on devrait le faire. Le EVP, quitte à ce qu'on soit un peu proactif sur ce plan-là. C'est un cloud. C'est pas la mort non plus de remplir un EVP sur Microsoft Office 365, quoi. À mon sens. C'est mon idée. D'ailleurs, faites attention hein, pour ceux qui disent oh non, moi j'ai Microsoft 365, j'ai une licence chez eux, mais j'utilise pas OneDrive, je vous jure, je stocke rien. Attention parce que ça fait 2 mois que OneDrive ont dit oh, vous savez quoi? Dès que vous utilisez Microsoft Word, ben maintenant ça va aller dans OneDrive en plus de votre ordinateur. Ils ont obligé en fait d'insérer les affaires chez OneDrive, les petits coquins. Fait que faites attention à ça parce que du coup, intrinsèquement, vous collectez des affaires dans OneDrive. Puis, tu sais, souvent, là, il y a des petits pop-up hein, qui apparaissent quand on ouvre un nouvel outil. Puis, tu sais, on a souvent tendance à venir le fermer. Ben, prenez juste le temps de le lire. Des fois, ça va juste dire qu'il y a une nouveauté, il y a une nouvelle affaire, puis juste prendre le temps de s'informer. Ça m'amène à un sujet aussi, puis je le vois encore, j'ai des clients qui m'arrivent ils veulent que je conforme leur site à la loi 25. Moi, c'est surtout cette partie-là que je fais pour la bannière de cookies. Et les gens me font une demande sur mon site web, on remplisse une demande, un formulaire, puis ils le font avec une adresse courriel personnelle, donc un gmail.com, un hotmail.com, outlook.com. Puis moi, c'est une des premières choses que je vais leur dire, c'est là, tu me fais une demande dans un contexte professionnel parce que c'est ton site web. Tu devrais utiliser une adresse professionnelle puis séparer. Parce que la journée où tu fermes ton entreprise, ou tu pars à la retraite, ou peu importe, où tu transfères ton entreprise à quelqu'un, il y a plein d'affaires qui vont avoir été stockées dans un compte perso et un compte pro. Fait que des fois, c'est tentant, là, tu es en train de. Ça m'est déjà arrivé là, d'acheter des vêtements pour mes enfants là, avec mon adresse courriel professionnelle parce que c'était facile, là, il était dans le navigateur. Puis après, c'est que là, il y a comme un mélange des genres. Puis c'est pas dramatique, mais c'est juste d'avoir déjà ce premier niveau, cette couche
de sensibilisation. J'aimerais t'entendre par rapport à ça. C'est quoi ton opinion là-dessus? Ben, en fait, j'abonde dans ton sens. Hein. L'usage d'outils gratuits pour les courriels est déjà problématique. Un truc qu'on ne pense pas en fait à l'heure actuelle, c'est que quand tu utilises Gmail ou que tu utilises Outlook.com, le gratuit, le Hotmail.com, peu importe, faut garder à l'esprit que eux, ils utilisent vos données et vos courriels pour l'entraînement des IA. Mhm. Et gardons ça à l'esprit. Hein. Vous avez tous. Alors maintenant, c'est même au niveau professionnel si vous l'activez. Gemini pour Google est activé et vous pouvez donc utiliser cet outil-là pour lire vos emails et je sais pas, répondre à un courriel ou avoir des données sur vos courriels que vous avez reçus ou envoyés. Outlook, vous voyez, ça c'est une donnée que j'ai pas exactement, mais je suis prêt à mettre la main au feu qu'il utilise ça pour l'entraînement de copilote aussi. Donc, faire attention à ce sujet-là. Et vous utilisez un outil qui est soit gratuit, soit dans les premières versions de forfait. Je pense notamment à Google Workspace qui ont un forfait starter au début. Là, le forfait starter, lui aussi, utilisé pour l'entraînement aux IA. Fait qu'il faut faire super attention. Malheureusement, il faut payer des trucs plus chers. Le deuxième niveau, les business, là, à 16, chose, là. à 16 je crois. Là, Exact, parce qu'en plus de ça, eux, ils donnent des outils de contrôle de la confidentialité, de la vie privée, etc. Très, 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 très stricts. Outlook, Microsoft, c'est hallucinant les outils qu'ils donnent à disposition. Google, c'est plus comme généraliste. En fait, gardons à l'esprit deux volets, là, c'est pour ceux qui aiment bien se prendre la tête et avoir le full top, c'est Microsoft qui va vraiment en avoir le plus d'outils. Par contre, prenez-vous un spécialiste parce que ça va être difficile de configurer tout adéquatement. Gmail, c'est facile, c'est plus pour tout le monde. Le problème, c'est que justement, c'est opaque, il manque des détails vis-à-vis de qu'est-ce qu'on peut contrôler comme données. Bah, plus ou moins, il y en manque quelques-uns, mais il n'y en a pas autant que Microsoft. Après, c'est sûr que moi, j'aime mieux promouvoir des outils qui sont non GAFAM, de toute évidence. Je suis pas étonné. Tu m'apprends rien. Mais pour ceux qui veulent la facilité, il y a deux propositions que je donnerais. Il y en a plus que ça, honnêtement. C'est celle que je connais que je vous donne. Hein. Celle que j'expérimente, que je connais que je vous donne. OK, c'est seulement ça. La première, c'est Proton. Proton Mail. Les serveurs sont en Suisse. Ouais, il y a des serveurs, je pense, en Suisse et en France. Et alors forcément, EFVP, hein, parce que données ailleurs, etc. Par contre, au niveau de la vie privée, au niveau de qu'est-ce qu'ils font à l'interne de vos données, ils ont vraiment un respect 100% de l'usage de vos données, une encryption parfaite entre des... là, pour Proton, par exemple, si vous envoyez un courriel à un autre Proton, c'est directement encrypté. Par contre, si vous envoyez ça à un Gmail, forcément, le Gmail lit vos données, blablabla. Ouais. Une fausse encryption à ce côté-là. Donc, juste gardons à l'esprit cet aspect-là. Hein. Proton, vraiment cool. C'est plus grand public. En plus, je pense qu'ils ont des rabais en ce moment vu qu'il y a le Black Friday. C'est quand même plutôt cool. Oui, je viens de voir justement, 50% de rabais, ouais. Puis si vous voulez quelque chose qui est encore mieux, pas de FVP. Je suis sûr qu'il y a des gens qui sont les oreilles ouvertes là. Pas de FVP, oh mon Dieu, c'est quoi? Prenez-vous un courriel avec votre serveur web au Québec, c'est tout. Ouais. Okay, simple de même, prenez un serveur web au Québec qui a votre site web et vous prenez des courriels avec. Après, il y en a qui vont se dire, ouais, mais attends, si je prends mon serveur web au Québec, ils vont me filer un genre d'interface trop moche qui s'appelle le webmail et tout. Webmail, ouais. C'est vrai, je l'accorde. Mais après, vous pouvez toujours utiliser des outils à côté qui vont vous permettre de lire et gérer vos courriels. Il y a des outils comme Outlook. Je parle pas d'Outlook.com, là. L'outil. Non, l'outil Outlook qu'on télécharge sur notre ordinateur. Là. Exact. Si vous voulez être dans du open source, il y a Thunderbird, qui vient de la compagnie Mozilla. Thunderbird qui est très, très bien. Si vous voulez aussi à Spark, S-P-A-R-K, qui fonctionne très, très bien, très bon. Vraiment une belle interface. Vous pouvez mettre plusieurs gestions de boîte courrier là-dedans. C'est plutôt cool. Est-ce qu'il y en a d'autres que je connais? Sinon, il y a le webmail. Okay, le webmail aussi fonctionne plutôt bien et c'est la façon la plus sécuritaire et la plus directe parce qu'il n'y a pas de passation. C'est ça, exactement. En fait, quand on est dans le webmail, on est directement le serveur. Fait qu'il n'y a pas de délai, la réception est directe, l'envoi est direct. Tandis qu'un outil, des fois, il peut y avoir des problèmes de connexion, des affaires de même. Donc, je vous invite à prendre ça et sachez que avec votre hébergeur web, vous pouvez très bien aussi avoir toute la gestion de contacts partagés, la gestion de calendrier partagé, la gestion de drive partagé. Ça existe, des espaces de disque dans un drive. Puis si vous êtes des freaks dans votre tête, un peu comme moi, vous pouvez avoir un serveur web au Québec avec un outil open source qui s'appelle Nextcloud. OK. C'est un outil open source, vous pouvez l'installer sur votre serveur, c'est gratuit. OK. Je demande le peuple. C'est gratuit. Il y en a d'autres, hein, ok? Moi, je vous donne juste ceux que je connais. Hein. C'est gratuit. Parfait. Ça vient avec toute une interface, avec même la gestion de meetings, ça vient avec la gestion de contacts, ça vient avec
tu sais, comme ce qu'on utilise en ce moment, on peut en avoir un directement sur le serveur avec Nextcloud. OK. Il y a le cloud aussi qui vient avec des partages de cloud. Je pense même qu'il y a l'édition de documents en live avec, comme le Google Doc qu'on peut avoir, etc. Bref, je vous invite à regarder Nextcloud et sur serveur web au Québec. Les données, vous les avez chez vous, c'est facile grâce à ça. Ouais. C'est sûr que c'est plus complexe au niveau de configurer tout ça. Puis, c'est sûr qu'après, bon, je me fais un peu l'avocat du diable, c'est que là, vu que la majorité des gens utilisent le Google Drive ou autre, c'est beaucoup plus facile dans le partage de documents, on peut collaborer et tout. Mais donc, si on dit, ben là, moi, regarde, j'ai choisi Google Workspace, mon devoir, ça va être de faire une évaluation des facteurs de risque. C'est ce que tu nous dis. Okay. Ouais, absolument. OK, parfait. Je vais juste aller voir, il y a des questions. Ouais, il y a des questions un petit peu pointues, fait que peut-être qu'on n'aura pas les réponses à tout, mais je vais quand même les mettre. Donc, il y a Diane qui demande, j'ai quelques questions. Sommes-nous tenus comme OSBL de fournir les adresses personnelles des administrateurs? Ça, je t'avoue qu'au registre des entreprises du Québec, aucune idée. J'ai aucune idée. Je ne suis vraiment pas... J'ai une petite réponse. Je ne me trompe pas, il y a une case à cocher quand tu fais remplis ton registraire qui permet de le masquer. Donc oui, tu dois la mettre en adresse, mais elle est masquable si je ne me trompe pas. Moi, j'utilise beaucoup le registraire. Lorsqu'on a des clients, on va les checker, voir s'ils existent vraiment. Puis après ça, on voit dans le registraire, certains vont le masquer. Il y a comme une option qui existe. Alors moi, il n'est pas masqué dans mon registraire, mais vous pouvez le faire, ouais. Parce que c'est vrai que moi, j'ai été sur plusieurs CA dans ma vie, puis ça fait que mes adresses de maison, de où est-ce que j'habitais à cette époque-là, sont dans le registraire. Donc, le registraire, c'est à peu près où est-ce que j'ai habité. OK, fait que c'est de là que ça vient, tu vois. OK, on va aller vérifier ça. Ils ont eu beaucoup de plaintes, le registraire, à cause de ça. Ils ont fait quand même, guys, vous nous demandez la loi 25, mais en même temps, vous nous collectez ça, puis c'est public. C'est public, c'est ça, exactement. Puis en quoi c'est pertinent, tu sais, que ce soit public. Diane pose une autre question. Et nous sommes tenus d'obéir à certains bailleurs de fonds qui exigent une politique en matière de casier judiciaire chez les membres du CA. Confidentialité encore, je ne sais pas. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu as déjà entendu parler de ça, toi? Ben, si je comprends bien la question, c'est en gros, ils veulent faire comme des interrogations de casier judiciaire sur certaines personnes au CA. Ouais. Si tel est le cas, encore une fois, pas un avis juridique, c'est juste mon interprétation de la loi. Moi, ce que je ferais, et on l'a fait faire pour certains clients, c'est on fait remplir des formulaires ou un document dans lequel l'employé ou le membre du CA va consentir d'être interrogé sur son casier judiciaire. Fait qu'il faut vraiment que ce soit consenti officiellement par les deux parties. OK, d'accord. On a ici le Conseil québécois sur le tabac et la santé qui demande est-ce qu'il faut faire un FVP par projet numérique, donc application mobile et tout ça, ou par outil utilisé? Donc, si dans un projet numérique, tu as 2-3 outils, est-ce que tu peux faire un FVP pour tous ces outils-là ou ça t'en prend un pour chaque outil? D'après moi, ça t'en prend un pour chaque outil parce que chaque outil va avoir ses propres politiques. Ouais, selon le guide, et je vais le lire parce que dans le fond, on l'avait nommé, le projet se définit par la création d'un outil numérique. En fait, c'est tout système d'information que vous avez. Effectivement, un outil est égal à un projet bel et bien. Si vous utilisez un CRM, vous en implémentez un, c'est un outil, c'est un projet. Vous installez un intranet, c'est un outil, c'est un projet, un extranet, un outil, un projet, blablabla. Un Google Drive, un outil, un projet. Et après ça, à chaque outil, il faut expliquer pourquoi vous l'utilisez, l'usage, jusqu'où vous allez l'utiliser, est-ce qu'il y a l'IA qui va être intégré là-dedans, est-ce qu'il y a... Voilà. Sur le guide du collectif web, on en donne des infos sur le projet, sur ce qu'est un projet par la loi 25. OK, génial, parfait. Il y a aussi ici UP Agence créative. Pour l'hébergement, la loi demande d'avoir un serveur absolument au Canada ou pas encore. J'ai rien trouvé sur ça. Non, en fait, non, il n'y a pas d'obligation et en fait, pour n'importe quel outil, il n'y a pas d'obligation. Ça, c'est la fausse croyance qu'il faut absolument avoir un outil au Canada. Non, en fait, je pense que ça vient du côté de la vibe du local. Là, à un moment donné, tout le monde se dit il faut du truc made in Québec ou made in Canada. Je pense que c'est Trump qui a un peu poussé ça. Mais, oui, encore plus ces dernières années. En fait, on n'est pas obligé. C'est juste qu'à chaque fois que ça sort du Canada, du Québec, il faut faire un EVP. Oui, c'est ça. Et si tu n'as pas envie de le faire, offre-toi un serveur au Québec. Oui, c'est ça, exact. Excellent. Parfait. Je suis d'accord avec la suite qui dit aussi l'entreprise d'hébergement doit avoir une politique claire en termes d'effacement de données. En fait, c'est plus que ça. Il faut aller même vérifier même ces certifications, les normes en termes de protection des données. Je me suis mis des notes justement vis-à-vis de ça. Là, je peux vous donner
micro-checklist de qu'est-ce qu'on pourrait checker vis-à-vis d'un fournisseur. Oui, tout à fait, bonne idée. Donc, notez bien, les amis, ça commence. Premièrement, il faut demander où est-ce qu'ils sont stockés forcément les données. Deuxièmement, il faut vérifier la sous-traitance. Est-ce qu'ils sous-traitent sans votre consentement ou avec votre consentement? Si oui, à qui et pourquoi et où et blablabla. Parce que je donne un exemple, l'hébergeur, c'est assez fréquent qu'ils ont des gens en Inde ou en Tunisie là, qui vont bosser. Donc, ces personnes-là ont un accès. Et donc, du coup, la donnée pourrait aller ailleurs. Bah, techniquement, vis-à-vis de l'algorithme, il y a un problème vis-à-vis juste de cet aspect-là. Il faut aussi vérifier s'ils ont eu des incidents, et s'il y a des incidents, qu'est-ce qui se passe vis-à-vis de ça. Faut vérifier qu'est-ce qu'ils ont comme information pour la portabilité des données. Donc ça, c'est obligatoire, c'est sorti en 2024 justement. Portabilité des données, c'est quoi? C'est un client dit, je veux que vous m'extrayez tout ce que vous avez sur moi, je le veux. Okay? Un peu comme Facebook, ils l'ont, et même Google, ça s'appelle Google Takeout. Microsoft aussi en ont, en fait, toutes les grosses GAFAM les ont. Fait que techniquement, il faut qu'ils aient un dispositif pour ça, puis je vous assure qu'il n'y en a pas grand monde qui l'ont. Et enfin, il faut qu'ils aient aussi un outil de destruction des données, si tu veux dire, je veux que je n'existe plus dans vos bases de données. Okay? Never ever, bah, dans ce temps-là, ils aient cet outil-là. Après ça, vous pouvez aussi regarder s'ils ont eu des politiques d'audit avec des conformités, des normes spécifiques. Parmi les normes qu'il y a à disposition, vous pouvez vérifier les normes. Désolé, c'est un peu du blabla abominable, mais je vous assure, dans les hébergeurs, vous allez les voir, même dans certaines compagnies qui ont beaucoup de données comme HubSpot, Zoho et autres, vous allez les voir. Donc, la première certif, c'est SOC 2, SOC2. La deuxième, c'est ISO 27001. Et après ça, il y en a quelques autres, comme le HIPAA, le PCI DSS. Je vais vous les mettre dans le chat aussi, si ça vous tente de les voir. Dès que vous voyez ça, ça veut dire qu'il y a des audits qui se font sur leur sécurité. C'est ça, exact, parce que c'est pas dans les airs là, qu'ils vont juste dire ils ont été audités, parce que ça serait facile de dire oui, tout est beau. Il y a des certifications là, qui le prouvent. Ah, voilà, exactement. C'est à peu près le dernier qu'il faut vérifier. Ouais. Je vais vous les mettre dans le chat tout de suite. OK, parfait. Donc, UP, agence créative, tu n'étais pas hors sujet du tout. C'est une très bonne question que tu as posée. Génial. OK. Donc, là, par rapport au cloud, on s'est posé. Puis si vous avez d'autres questions, gênez-vous pas, hein, surtout. Mais là, tu l'as effleuré, le sujet, les IA, les intelligences artificielles. On voit apparaître dans notre boîte courriel de Google Workspace Gemini. De l'autre côté, avec Copilot, évidemment, on a ChatGPT qui est en quelques secondes, puis Claude aussi, Anthropique, même chose, en quelques secondes avec les MCP, on peut connecter nos outils d'intelligence artificielle à nos outils du quotidien. Donc, par exemple, si vous aviez un pipeline de vente, un CRM dans un outil externe, en quelques secondes, en 2 clics, honnêtement, vous pouvez le connecter avec ChatGPT, ouvrir une conversation dans ChatGPT et là, demander qui je dois contacter aujourd'hui dans mon pipeline, où j'en suis avec tel prospect, tel client, etc., etc. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Oh là là! Parce que là, on est en train d'ouvrir une grosse brèche. Qu'est-ce qu'on fait? C'est dangereux, les amis. C'est dangereux. Je veux dire, c'est sûr que c'est tentant. Là, je veux dire, il y a bien des outils comme des CRM qui vont déjà intégrer l'IA à l'interne. Moi, ce que je propose éventuellement, je m'excuse d'être rigide, mais en même temps, j'essaie aussi d'être souple en même temps. C'est que vous utilisez, mettons, je sais pas, Sugar CRM ou HubSpot qui ont l'IA à l'intérieur. Ok, cool. Mais posez donc des questions à votre fournisseur en premier, genre l'IA, c'est qui? Alors, est-ce que c'est un IA local? Parce que ça peut être un IA d'HubSpot. Okay? HubSpot peut avoir ses propres données à lui, avec un serveur à lui qui est peut-être stocké au Québec, on espère, dans lequel il va faire rouler son propre modèle de IA. Si c'est le cas, go for it. Amusez-vous avec l'IA, il n'y a pas de problème. Si vous dites, ah non, nous, on utilise principalement GPT-5 comme modèle spécifique pour l'analyse de vos leads, etc., etc., là, il y a un problème. Parce qu'en fait, voyons un peu l'overall. Pour chaque modèle, en fait, chaque compagnie d'IA, il y a plusieurs façons de procéder pour les avoir à disposition. Vous pouvez payer le forfait ChatGPT, évidemment. Vous pouvez aussi payer l'API, donc c'est comme la requête automatiquement. Ouais. Donc ça, c'est 2 voies différentes. Il y en a un mode, le mode forfait que tout le monde prend l'habitude. C'est le mode forfait, on achète son $20 par mois et puis on a son ChatGPT. Le problème de ce forfait-là, c'est qu'automatiquement, il y a l'entraînement de l'IA avec vos données. Même si vous dites non, on ne mémorise rien, il y a l'entraînement de l'IA. Et par défaut, moi, je serais suspect vis-à-vis de ça. Je suis comme moi, même si j'ai comme trouvé une option qui dit vas-y, je décoche l'entraînement. En tout cas, tu ne fais pas confiance. Tu considères que c'est qu'ils les prennent quand même. Même le forfait business là, qui
Non, business, c'est officiel. Ils C'est font ça. aucun entraînement avec. Mais bon, qui a envie de payer 200 balles par mois? Ça, c'est la question. Ben ça, le 200 balles par mois, c'est le forfait pro, en fait. Le forfait Ah, business est à 25 US par ok. utilisateur. Mais là, Oh, l'idée, ouais, c'est ça, c'est que chaque personne dans l'équipe, donc si tu es 10, ben ouais, ça revient à 250 balles par mois, comme tu dis. ouais. Mais le compte pro, c'est celui à 200. Je suis même pas certaine que lui il est 100% conforme. C'est vraiment ce que j'avais entendu, c'était le business Ouais. pour les équipes. Euh, donc, ceux qui, moi, je donne beaucoup de formations sur ChatGPT. Ceux qui m'arrivent qui ont l'outil gratuit, ben, je leur dis c'est gratuit, c'est toi le produit. Là. Donc, ça, c'est. Ouais. Si tu mets des informations, il n'y en a pas là, de garantie du tout. Là. Ouais, j'avais fait les recherches justement hier, effectivement, puis le ChatGPT Enterprise est bel et bien dénué d'entraînement de modèles. Il y a un chiffrement de données aussi. Je regarde mes petites notes en même temps, là, parce que Oui, j'avais pas tout. Mais il y a un oui. chiffrement de données aussi en même temps, donc ça, c'est vraiment super important. Encryption des données entre les deux. C'est pas pour autant qu'il faudrait vous l'utiliser comme psychologue. Hein. Faites attention, moi, je serais comme ça de suspect, hein, by the way. Hein. Oh mon Dieu, ça, c'est d'une tristesse. Hein? Moi, Ah ouais. j'avais sûrement vu le gars qui s'est marié avec son IA, là, je sais pas Ouais, ouais, comment ouais, il qu'il a s'est utilisé comme marié. conjointe. Ouais, c'est Ouais, complètement. C'est de la maladie mentale, là, je pense, en tout cas, rendu là. Mais ouais, ouais, il y a forcément des usages abusés hein, de l'IA. Mais ouais, moi, par défaut, je fais attention à ce que je mets là-dedans. Bah, techniquement, j'utilise que le modèle API personnellement. oui, Le modèle API n'est pas nécessairement dénué d'entraînement. Les données peuvent être utilisées comme entraînement, c'est juste ambigu vis-à-vis de cet aspect-là, d'après ce que j'ai lu. Mais par défaut, pour ceux qui utilisent le ChatGPT gratuit et qui utilisent celui en mode API comme moi, ce que je vous recommande, c'est la prudence et l'anonymisation. Okay. ouais, Et attention, quand je vous parle d'anonymisation, je vais vous donner une nuance que vous n'avez pas pensé. Okay. Si par exemple, j'ai une base de données avec des gens à l'intérieur que je cherche à contacter pour de la prospection, et que là-dedans, évidemment, il y a nom, courriel, entreprise, blablabla, etc., et que je veux l'anonymiser. Forcément, ouais, première chose que vous allez vouloir faire, c'est enlever le courriel, enlever le nom. Cool. Ça, c'est une bonne chose. Mais après, si vous voulez l'identifier, cette personne-là, éventuellement, vous avez désolé, c'est un peu complexe, mais vous avez votre base de données dans votre ordinateur avec les noms, courrier, nanana, et ce que vous allez envoyer à l'IA, c'est plutôt, vous allez reconnecter cette base de données avec des chiffres. Donc, on appelle ça un serial ID, un ID. Donc, c'est-à-dire chaque individu, si mettons j'ai Patricia qui est là-dedans, elle va avoir l'ID 1, 2, 4, 5, par exemple. Dans mon fichier, je vais avoir marqué Patricia, son courriel 1, 2, 4, 5. Et dans le truc de l'IA que je vais envoyer pour qu'elle fasse son travail, il y aura marqué 1, 2, 4, 5 et pas Patricia, pas de courriel, rien du tout. c'est ça. Donc, Ouais, du coup, je peux faire le match que 1, 2, 4, 5, c'est Patricia, mais à l'ordinateur, mais je vais l'envoyer à OpenAI ou whatever. c'est ça. Mon fichier sérialisé. Maintenant, la nuance que vous ne savez pas, c'est que dans vos données, si par exemple vous donnez des informations du type, je vais continuer avec toi, Patricia, si mettons tu donnes des Oui, informations du type, j'habite à Montréal, je ne sais pas où tu habites, j'habite à Montréal, j'habite dans le quartier Rosemont, j'ai à peu près 34 ans, qu'est-ce que je pourrais donner d'autre? J'ai à peu près 34 ans et je suis une femme. Ben, en fait, techniquement, avec ça, avec ces 4 données-là, fun fact, on est capable d'aller savoir approximativement qui ça pourrait potentiellement être. Parce que l'IA est plus intelligente que nous hein, sur pas des aspects. Et d'aller faire du trigger ciblé, etc., il est capable de le faire. Fait que quand vous anonymisez, il faut bel et bien s'assurer que les données que vous envoyez encore à l'OpenAI ne puissent pas être recombinées pour essayer de savoir profiler la personne à part l'IA. J'espère que c'est clair. exact. Ouais. Oui, oui, non, non, c'est super clair. Ben, je crois, si vous avez des questions, posez-les sous les commentaires. Tout à fait. Puis tu me parlais aussi, avant qu'on débute le live, d'une nouveauté que Oh, tu t'es informé. Vas-y, parce que j'avais la mâchoire ici quand tu m'as dit ça. Raconte-le ce que tu as découvert. ouais, j'ai un peu une mauvaise nouvelle. Dans le fond, la CAI poste beaucoup depuis le début de l'année sur l'IA, parce qu'évidemment, il y a un boom de l'IA, il y a un essor énorme, et les gens l'utilisent énormément pour beaucoup, beaucoup d'affaires. Et c'est très bien, et franchement, on va dans ce monde-là, et bon, en tout cas, ça va donner ce que ça va donner, hein, mais reste qu'on peut pas échapper, ok la CAI a parlé notamment de la création de renseignements personnels par l'IA. Je vous explique, ok, vous allez voir, c'est un peu fou, mais c'est assez poussé. En gros, si vous utilisez ChatGPT, j'arrête pas de parler de ChatGPT, mais ça vaut pour tout le monde, hein, Gemini. Oui, c'est ça. Vous Ouais. utilisez ChatGPT, peu importe le mode que vous utilisez, pour aller chercher de l'information sur quelqu'un.
techniquement, vous devez demander le consentement de ce quelqu'un-là. Je vais donner un exemple très basique, mais mettons que vous êtes recruteur, chasseur de tête, puis là, vous avez eu une banque de candidats, puis vous allez comme prendre la banque de candidats, l'envoyer sur ChatGPT pour aller chercher de l'information sur cette personne-là, voir où est-ce qu'elle a bossé auparavant, est-ce que, mettons, ce qu'elle a mis dans son CV, c'est réel, est-ce que c'est possible, etc. On peut Ben, faire ça. la base du travail d'un chasseur de tête, finalement, là, j'oserais dire. Là. Oui, c'est de faire ce travail lui-même. Oui. Mais là, il l'envoie à OpenAI ou peu importe qui Oui. pour Ouais, aller c'est chercher vrai. cette information-là lui-même. Du moment où on fait ça, dans un premier temps, on est supposé demander le consentement. C'est-à-dire que le candidat a envoyé sa candidature sur peu importe la plateforme. Techniquement, il aurait dû consentir sur une politique de confidentialité dans laquelle on indique qu'on utilise aussi ChatGPT pour, mettons, un préfiltrage. Et que cette utilisation-là va aussi servir à profiler le monde. Donc, à savoir, mettons, OK, il y a telle personne, lui vaut la peine, lui non, lui non, lui non. Voici la cotation qui va servir à choisir les candidats finaux, etc. Donc, déjà, dans un premier temps, là, on a deux amalgames qui à considérer. Premier, c'est le profilage, parce qu'on demande à l'IA de faire un calcul selon des critères. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire généralement dans ce temps-là? C'est qu'il faut indiquer dans sa politique exactement votre calcul et que vous utilisez ChatGPT et que la personne doit dire oui, je suis d'accord, ok, c'est correct. ChatGPT va l'évaluer. Au moment de soumettre sa candidature, par exemple, il faudrait qu'il y ait une case à cocher qui dit qu'on accepte que l'IA soit impliquée dans le processus d'embauche. Absolument. Puis il faut indiquer exactement la méthode dont ça, va être mesuré. Il faut que la personne aussi puisse obtenir son barème aussi. Fait que, mettons, j'ai été refusé. Je peux vouloir dire au RH, au recruteur, bah écoute, dis-moi pourquoi l'IA m'a pas accepté, je veux savoir. Fait qu'il faut qu'il puisse donner cette information justifiée. La deuxième chose, c'est que, donc, autre cas de figure, là, on reste un peu dans le cas de la liste de clients, etc. Fait que là, j'ai ma liste de clients avec les organisations dans lesquelles ils font partie, qu'est-ce qu'ils ont fait avec nous, etc., etc. Puis là, je demande à l'IA d'aller un peu comme chercher davantage d'informations sur cette personne-là et l'organisation-là, puis d'aller bonifier, mettons, aller chercher des informations sur, mettons, les besoins de ces personnes-là, les enjeux potentiels de cet organisme, etc., etc. Fait qu'on va aller chercher beaucoup plus d'informations, quitte à ce qu'il y ait étayé, et aller chercher des données publiques, puis après ça, en créer de nouvelles. Premièrement, du moment où on demande d'aller chercher de l'information, même publique, auprès de l'IA, il faut demander le consentement. J'imagine certains sont comme come on! Mais oui, malheureusement, il faut le faire parce que techniquement, mettons, ce qu'il faut qu'on puisse en fait, comment je peux dire, l'IA, pardon, pas l'IA, la loi 25 se concentre sur 3 actions qu'on entreprend. La première, c'est la collecte de données. Donc, littéralement, je collecte de la donnée qui vient de quelque part. Donc d'un formulaire ou whatever. L'utilisation, donc je prends cette donnée, j'en fais de quoi, et la communication des données, donc je la transmets ou je la divulgue ou je la rends accessible, etc. Ça, on a tellement fait une genre de collecte de données. On a fait une collecte et une communication via l'IA. Exact. Ouais. Exact. Et la deuxième nuance, c'est qu'en plus de ça, j'ai créé du renseignement personnel là. Parce que du coup, j'ai indiqué que, mettons, Patricia, par exemple, dans ma liste, considérant son entreprise, elle a tel ou tel critère de plus ou tel aspect que je n'ai pas pensé d'elle. Tel salaire en fonction de ce que tu peux imaginer de mes habitudes de vie. Tout ça. C'est ça, comme ton salaire n'est pas public, à ce que je sache. Mais l'IA peut dire, mais tu sais, elle travaille dans le marketing, elle fait ci, fait ça. À mon avis, grosso modo, elle doit avoir la tranche de salaire de temps à temps. OK, voilà, c'est mon personnel, t'en as créé un. Mais c'est fou, là, parce que là, il va falloir, Alex, qu'on écrive à chaque fois que j'entre en communication avec quelqu'un, parce qu'on s'entend que, tu sais, si je fais une recherche sur toi, là, pour savoir, bon, j'ai oublié de demander à Alexandre, parce qu'on fait un live ensemble le 6 novembre, là, tu m'as donné des cues, OK, là, j'ai écrit j'ai oublié de demander, il a étudié en quoi, ou bon, là, je vais sur LinkedIn, je vois pas l'info, OK, je demande à l'IA. Mais là, il aurait fallu que je te demande la permission avant. Fait que dans le fond, moi, ce que je vais faire à partir de maintenant, dès que je vais rencontrer quelqu'un, première chose, je ne demande même pas son nom, je ne demande même pas comment il va. Je dis, est-ce que je peux utiliser l'IA? La personne va dire de quoi tu parles. Je dis, est-ce que je peux utiliser l'IA dans notre relation? Puis si la personne me dit non, je vais dire, OK, bye-bye, on se parle plus, merci. Non, ça n'a pas de sens, ça. Ouais, ça marche pas. Fun fact, il faut que tu dises un peu plus que ça, dans le sens où... Ouais, c'est ça. Ça ne sera pas juste éventuellement, je pense peut-être utiliser l'IA.
Ça Bah, serait tu vois, pas regarde, suffisant. j'ai un exemple de texte que tu peux, de texte, de trucs qu'on peut demander là, comme de consentement. Je l'avais écrit justement avant la rencontre. Donc je vous la lis. Nous utilisons l'intelligence artificielle, entre parenthèses ChatGPT d'OpenAI, pour analyser vos commentaires et améliorer nos services. Vos données peuvent être traitées par des serveurs situés aux États-Unis, parce qu'OpenAI c'est là-bas. Donc Ouais. le BP, de manière et utilisé de manière anonymisée pour l'amélioration de modèles d'IA, parce que j'ai pris la version gratuite, ou pas gratuite, bah oui, ça peut être gratuite, ou la payante, mais pas Enterprise. Ouais. Acceptez-vous que vos commentaires soient analysés par cette technologie? Oui, j'accepte. Non, je refuse. Et si on le fait à voix, alors là, je sors mon côté flexible et souple. Moi, personnellement, je le fais pour l'enregistrement de meeting, parce que là, j'ai le visage de la personne, et ça se peut qu'il me donne des informations personnelles. Et moi, ce T'as que je fais, raison. c'est que je commence mon meeting, je dis, là, tu es enregistré, est-ce que tu es correct avec ça? Sinon, je te l'enlève tout de suite, je le supprime right away. Oui, non. Et évidemment, j'explique pourquoi. Le but, c'est d'avoir des notes, une prise Ouais. de notes de notre meeting. Même, je peux te les partager si ça te tente, il n'y a pas de stress, et tu peux les exporter, les supprimer, whatever. Et la personne dit oui, non. That's it. Exact, exact. Tu as raison. C'est devenu comme un avant, je le faisais toujours parce que c'était plus rare que les gens, tu sais, ça fait quand même très longtemps que je fais ça. Mais là, maintenant, c'est comme on voit le robot arriver, puis là, tout le monde le voit, puis tu sais, on veut dire, si tu restes dans le meeting, c'est que tu consens. C'est un peu ça. On Ouais, dirait ben non, qu'on se dit maintenant, mais non, c'est ça. Tu me fais réaliser que, ouais, OK, vraiment, vraiment. Mais, et ça, c'est dans la politique de confidentialité sur le site web qu'il faut l'ajouter, ce paragraphe-là, là, que ouais, tu viens de ouais, le ouais. mentionner. Je pense qu'on peut quand même avoir une politique généraliste dans laquelle il y a ces informations Ouais, globales, mais certains, des fois, vont avoir des politiques spécifiques à des usages, comme, mettons, si là, mettons, on est dans un meeting où, je te dis un exemple, mettons, le webinaire, il y aurait tout le monde qui serait affiché en vidéo, puis qui pourrait comme ouais, s'exprimer, etc. Ça vaudrait la peine d'avoir une politique spécifique pour ce cas-là, en disant, regarde, il y aura ton image qui va être diffusée en plus sur YouTube, aux US, blabli, ouais, blablabla. Fait ouais. que, tu sais, on pourrait faire ça. Là. C'est vrai. Puis tu vois, c'est ça, c'est un réflexe, je crois aussi qu'on doit développer tous de spécifier ces choses-là. Tu sais, ben justement, je t'invite sur un webinaire. Ben, je te l'avais dit, mais là, je pense que faut que ça soit encore plus clair que ben voici, il va être diffusé sur YouTube. Je vais le partager ensuite sur mon compte Facebook ou LinkedIn et tout ça. Juste que la personne soit. Et bon, ben si tu refuses, ben on fera juste pas l'entrevue, mais parce Ouais. que moi, c'est ça les outils que j'utilise. Ouais, Ah c'est ouais. ça, ouais, c'est ça, on peut dire, ok, je l'utiliserai pas, ou des affaires de même, c'est propre à chacun, effectivement. Ouais. 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 Mais en fait, ce qui est fun avec la loi, ce qui est fun, c'est bizarre à dire, je vous comprends, là, j'imagine que certains sont comme, ah my god, que jaillit la loi 25. Mais là, je sors ma casquette flexible, là, mais il faut garder à l'esprit, la loi 25 sert à sensibiliser sur qu'est-ce que vous collectez réellement. Ok, c'est Ouais. prenez conscience de qu'est-ce que vous collectez constamment et à qui vous le donnez. Ouais. Premièrement, c'est ça. Deuxièmement, c'est qu'est-ce que vous allez faire si vous collectez ces données. Est-ce que vous allez les garder éternellement ou une certaine période de temps? Et qu'est-ce Ouais. que vous allez faire s'il y a une fuite de données? Parce que gardez à l'esprit, c'est possible qu'une fuite de données peut vraiment arriver. Ça arrive à beaucoup, beaucoup, beaucoup On d'entreprises. le voit à chaque jour. Ça arrive à chaque jour. Oui, tout C'est à fait. bizarre. Ben, tu as raison, parce que là, c'est sûr que si on est by the book, ça devient très, très anxiogène. Puis il y en a même des gens qui m'ont dit, moi, je veux plus être en affaires, c'est trop. OK, prenons un pas de recul. Là. Je pense pas qu'il faut fermer nos entreprises, mais j'aime que tu reviennes sur la sensibilisation. Moi, ça m'a énormément sensibilisée quand je me suis intéressée dans les dernières années à la loi 25. Puis c'est un peu ça que je fais avec mes clients aussi, juste d'être au courant parce qu'on ne l'est pas, puis on les lit pas, les politiques. Tu sais, je pense pour vrai que tu es la seule personne que je connais qui les lit. Là. Fait que je pense que quand je vais avoir besoin d'infos, moi t'appeler, je vais dire sûrement qu'Alex, il l'a lu. Mais, Tu tu donnes à sais, te donc, dépêter la politique. Tu dis, hey, ouais, c'est tu ça, vas exactement. me dire si c'est beau. Exact, exactement, c'est ça. Mais voilà, OK, ben c'est sûr. Regarde, bon, il y a Eric qui dit ouf, ça doit être rare que c'est fait, tout ce que tu nous dis, que tout ça est fait by the book. Et qui peut vraiment savoir que tu l'as fait? Comment c'est contrôlé? C'est une bonne question. On en a parlé un petit peu au début, mais explique-nous un petit peu c'est quoi le niveau de contrôle? On parle bien du contrôle des normes, des réglementations au Oui, niveau de la loi 25. exactement, la commission d'accès à l'information. Puis s'il y a une dénonciation, qu'est-ce qui se passe? Ok. Alors, je vante rien dans ma phrase, mais la France est vachement d'avance sur le Québec. Soyons clairs vis-à-vis de ça. Là. Au niveau Avec le technologie, RGPD. ouais, ça, la RGPD, ils l'ont implémenté vraiment beaucoup d'années avant. Et en fait, si on observe comment la RGPD s'est comportée au début,
les Français sont en paresseux, hein, en fait, comme les Québécois. Hein, Oui, puis, dans le fond, au début, quand la RGPT est sortie, tout le monde était comme procrastiner, les pieds sur la table, blablabla. Bla, bla, bla. Puis à un moment donné, il y a un organisme, si je ne me trompe pas, c'est l'ARCOM qui s'est occupé de vérifier la réglementation de la loi 25, pas de la loi 25, de la RGPD. Puis tranquillement, regardez au fur et à mesure les affaires. Mais comment eux, ils savent qu'il y a une organisation qui ne fait pas la job? Mais c'est parce que quelqu'un a stoulé. Ah oui, dénonciation. Fait que la dénonciation, elle a commencé tranquillement, puis les Français aiment bien se stouler. Ils adorent ça. Fait que là, ils sont stoulés, puis là, tout le monde se dit « Oh mon Dieu !» Puis les amendes, c'est tombé solide. Fait que là, c'est des grosses amendes, sérieusement, elles sont salées. Je dis elles sont salées, mais ici, au Québec, c'est quand même 5% du chiffre d'affaires annuel. Oui. C'est pas rien, là. Et puis quand vous êtes une petite PME, là, si je ne me trompe pas, c'est comme un coût de 15 000 ou une affaire de même. C'est pas rien, là! Ben, c'est parce que des fois, c'est la marge de l'entreprise qui fait qu'elle peut continuer à survivre ou pas. Et ouais, exact. On ne veut pas avoir ce genre d'amende. Évidemment, soyez rassurés. Je dis ça, j'espère que je ne vous rassure pas pour de faux, mais la CAI commence d'abord à vous jaser. OK, il y a un problème. Il faut que vous régulariziez ce qu'il y a besoin de régulariser. Et après ça, boum, là, techniquement, si on est dans les normes, ils vont être corrects. Mais attendez, parce qu'il y a aussi le cas où vous avez une fuite de données et que la fuite de données s'est fait détecter parce qu'il y a des gens qui détectent ces éléments-là de manière très active. Et là, vous êtes mal. Là, c'est obligatoire. L'amende est là et il y a plus que l'amende de la CAI. Là, ça va beaucoup plus loin. Il faut dédommager aussi les gens qui ont eu des problématiques. Et là, c'est fermeture d'entreprise, faillite, chômage. Non, c'est ça. Exactement. Exact. Donc, là là. OK. Là, dans nos clients, là, j'en connais qui ont eu des failles de sécurité. Là, parce qu'ils n'ont pas fait le nécessaire. Ils n'ont pas fait d'entretien sur leur site web. Ils ont laissé ça un peu obsolète, à crever. À l'abandon. Tu fais ça et tu oublies que tu collectes des données dans tes formulaires et tu oublies que tu as un commerçant en ligne aussi avec des données importantes là-dedans. Attention, là, c'est... Ouais. Moi, j'ai un client, là, à un moment donné, là, j'étais dans son formulaire en copie au début pour m'assurer que que les clients recevaient bien les formulaires et tout ça. Puis là, à un moment donné, je dis, bon, tu peux m'enlever. Puis le client ne m'enlevait pas, puis je continuais à recevoir, mais je recevais des trucs, là, je veux te dire, là, je recevais des informations très confidentielles, OK? Je dirais pas c'est dans quel domaine, là, je ne veux pas mettre personne dans l'embarras, mais puis j'avais plus accès au site web, ce qui était correct parce que je travaillais plus pour ce client-là, mais je continuais à recevoir. Je dis, là, c'est parce qu'il faut vraiment que tu enlèves mon adresse courriel, là. Parce que moi, je continue à recevoir. Fait que, tu sais, c'est des oublis comme ça, à gauche, à droite, qui peuvent avoir de l'impact. Nadia, tu dis que tu avais posé une question au préalable. On va terminer avec ça parce qu'il est déjà 13 heures, il reste 2 minutes. Mais Nadia, je ne vois pas ta question. J'ai remonté dans le fil et je ne vois pas ta question. Donc, est-ce qu'elle s'est affichée? Malheureusement, je ne la vois pas. Puis Eric disait que non, sa question, c'était pas par rapport à par rapport à s'il y a des dénonciations, mais plus comment, si on utilise ChatGPT pour s'informer sur des gens. Mais tu sais, je pense que, oui, c'est ça, la question, on la voit pas. OK, c'est toi qui viens d'écrire ça, excuse, je vais voir ton message. Tu sais, je pense qu'il ne faut pas paniquer, OK? Moi, on va voir un peu comment ça évolue. Moi, tu viens de me l'apprendre, ça, là. Tu me l'as appris aujourd'hui. Je vais rester à l'affût de ça. Mais pour le moment, je vais pas. Tu sais, je pense que dans tout, là, on se met pas à paniquer puis on change pas toutes nos mesures là, du jour au lendemain. On va voir comment que ça évolue, cet aspect-là. Mais il va falloir s'en préoccuper, c'est certain. Là. Ouais, puis si tu veux bien, je vais compléter aussi vis-à-vis de sa réponse. Dans le fond, je pense qu'il veut savoir comment on contrôle. Comment on sait que quelqu'un a utilisé ChatGPT et fidé l'information personnelle dans ChatGPT. En fait, fun fact, tu es tracé à chaque fois que tu fais une requête auprès de ChatGPT. En fait, j'ai vu un cas la semaine passée avec Suno. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le générateur de musique. Générateur de musique, il y en a beaucoup qui utilisent des musiques existantes pour en faire des nouvelles musiques. Mais le problème, c'est qu'il y a un problème de violation de je sais plus comment, de propriété. De droit d'auteur, oui. Donc, techniquement, quand toi, tu as fait une génération, on peut te tracer, savoir t'es qui, connaître ton adresse. Du moment où tu as mis ton courriel, tes informations, ta carte de crédit dans ChatGPT et autres, ou Suno, on sait qui t'es. Qu'est-ce qui va se passer? La personne qui va voir que c'est bizarre, il y a beaucoup trop de données sur moi sur ChatGPT, va porter plainte auprès d'OpenAI. OpenAI va faire comme, hey, man, c'est pas moi qui a fait ça. Là.
Puis elle va comme porter plainte contre la personne qui a fait la requête. Fait que, attention à ce que vous mettez dans ChatGPT. Parce qu'il y a eu beaucoup de cas de fuites, et il y a beaucoup des hackers qui essaient de faire des leaks, des fuites dans OpenAI et autres. Il y en a plein. C'est fou, là. On appelle ça, en tout cas, peu importe comment on appelle ça. Mais bref, il y en a beaucoup qui le font, et il y en a certains qui arrivent à sortir des ordonnances, qui arrivent à sortir des dates de naissance, qui arrivent à sortir on a trouvé des fiches de paye, des fiches de paye entières, des CV. Et des CV, il faut pas oublier, des fois, il y a la date de naissance. En France, il y a la date de naissance, il y en a même que la photo, qu'il y a des informations. Oui, tout à fait. Non, prénom, date de naissance, tu peux voler l'identité de quelqu'un. Oui, tout à fait. Mais est-ce que si on a un compte business, on est protégé de cet aspect-là ou pas? D'après ce que je voyais, oui, parce que le compte enterprise, il empêche l'envoi de le training de... Mais, tu sais, si vous voulez être safe, je vous invite fortement à considérer un AI, enfin un modèle LLM local hébergé dans votre serveur au Québec. Vous n'avez même pas de FVP à faire. Donc peut-être alors je parlais pour l'hébergement du cloud et tout. Mais vous pouvez aussi le faire pour un AI. Évidemment, c'est sûr que tout le monde veut du ChatGPT parce qu'il est généraliste, etc. Ouais. Il y a quand même des très ChatGPT n'est pas disponible. Tu dis ça parce que ChatGPT n'est pas disponible en local. C'est vraiment, il faut que tu utilises leur plateforme. Mais tantôt, tu me disais qu'il y a un modèle qu'on peut télécharger quand même, mais ça ne sera pas le dernier modèle, j'imagine, puis il ne sera pas entraîné avec les dernières données. Alors, c'est un monde un peu différent, je vous avoue, dans le sens où on a des milliers de modèles qui existent, qui proviennent de Amazon, qui proviennent de DeepSeek, qui proviennent de Facebook. Meta offre pas. Donc, tout Meta offre beaucoup de modèles différents. Il y en a plein qui sont vraiment à disposition grâce à eux. Amazon aussi, on en est des vraiment bons. Google en a mis à disposition. Et récemment, OpenAI aussi, on a donné les modèles OSS qui sont à disposition. Ce sont des modèles que vous pouvez carrément installer sur votre poste de travail. Écoutez-moi bien, sur votre poste de travail, sur votre ordinateur. Il ne faut pas qu'il soit cheap à votre ordinateur, sinon ça va devenir trop lent. Ça va rouler, ça va chauffer. C'est ça. Après, il y a des modèles qui sont plus ou moins petits, qui vont avoir plus de facilité à vous donner des réponses très rapides, mais qui dit plus petit dit qu'il y a moins d'informations, moins de paramètres. Mais dès que vous lui donnez accès à Internet, il va aller chercher des paramètres supplémentaires pour se complémenter. Des fois, c'est des modèles qui datent de 2018, 2019, 2020, etc. En fait, les données sont trop vieilles, mais quand il prend Internet, en plus, là, il va chercher des informations qui sont très à jour. Puis il y a des modèles très, très, très gros aussi, comme d'ailleurs les modèles OpenAI qui s'appellent OSS. Vous pouvez voir les modèles qui existent sur le site. Il faut que je me rappelle du nom. C'est pas Happy. Voyons, j'ai un trou de mémoire. Mais dès que je le trouve, je vais vous le mettre dans le chat. Tu le mettras dans les commentaires. Ben, écoute, on aurait pu en parler pendant des heures. J'ai mis le petit formulaire. Donc, si vous avez envie, évidemment, ça ne vous engage à rien. J'espère vraiment que vous avez appris et que ça vous a donné des pistes, des clés pour adopter de meilleures pratiques. Si vous avez besoin d'aide, Alexandre et moi, on a chacun notre agence et on offre des services similaires et ou complémentaires. Donc, ça va nous faire plaisir de vous accompagner dans les meilleures pratiques. Je te remercie beaucoup, Alexandre, d'avoir passé cette heure-là avec moi, avec les gens qui étaient là. Merci des beaux commentaires qu'on reçoit. Mais OK, je viens de voir que Nadia. OK, on va finir avec la question de Nadia. J'ai dit qu'on allait terminer. OK, vas-y donc. C'est facile à répondre. En fait, faut pas faire affaire avec eux, Nadia. C'est simple. S'ils sont opaques sur leur politique de protection au renseignement personnel, c'est-à-dire qu'ils ne sont déjà pas conformes à la loi 25. Donc vous vous mettez en péril parce que automatiquement, quand vous faites affaire avec des fournisseurs qui ne sont pas conformes à la loi 25 et vous laissez vos données de vos clients dans un système comme celui-ci, automatiquement, vous n'êtes pas conforme. Donc, parce que c'est vous qui êtes responsable de ces données-là. Si elles sont là, c'est à cause de vous. Ouais. Vous êtes responsable des outils que vous utilisez et de où est-ce que vous mettez vos données. Ce n'est pas le fournisseur qui est responsable nécessairement. Là. Je connais des thérapeutes qui mettent tout dans Go Rendez-vous. Mais Go Rendez-vous, c'est super pour les prises de rendez-vous, c'est génial comme outil, mais ils n'ont pas d'outil d'export, à moins qu'ils l'ont fait récemment, là, que je n'ai pas vu il y a à peu près 6 mois. Ils n'ont pas d'outil d'export, ils n'ont pas d'outil de suppression des données. Donc, ils ne sont pas conformes à la loi 25. Même que, si je ne me trompe pas, à l'époque, ils n'avaient pas de gestionnaire de cookies aussi. Donc, là, encore une fois, c'est pas ton problème s'ils ne font pas la gestion de cookies. Cet aspect-là, ça ne te regarde pas. Mais l'aspect export et suppression qui n'est pas là, pas bon. Non, c'est ça. Puis elle dit qu'en plus, c'est un gros joueur. Mais ça, la grosseur du joueur, ça ne veut pas dire.
Il y a des gros joueurs qui font pas, on l'a dit au début. Fun fact, c'est souvent les petits, qui vont se faire la conformité adéquatement. J'ai des exemples fun, là, mais quand on regarde des fois des institutions gouvernementales, même les municipalités, moi, même une municipalité où j'habite, je vais dessus, puis j'ai un cookie est nul, pas conforme du tout. Pourtant, c'est une municipalité, elle a l'argent pour faire ça, mais versus des entreprises, des micro-entreprises que je connais dans ma région, pas de problème, hein, les cookies sont bien gérés, protection Ouais. IP et tout, là. Ouais. Ah ouais, c'est des à géométrie variable. Elle est pas, Isabelle, j'ai pas vu de conformité à date, mais j'ai pas été voir récemment. Fait que dans l'idée, faut vous fassiez le nécessaire pour regarder si le rendez-vous est rendu conforme. Vous pouvez consulter le guide. Peut-être, je pense que tu avais un guide aussi, Patricia. Donc, un de nos deux guides, soit du collectif, soit de Patricia. Oui. Là-dedans, assurez-vous que vos fournisseurs sont conformes vis-à-vis de ça. Je sais que c'est pas. Mais faites-le une fois, OK? Vous vous dites à quelle vous laisse Voilà, gauche, ben oui. puis après Exact, ça, c'est c'est pas à fini, refaire là. à chaque mois, là. Tu le fais une fois, tu colliges l'information quelque part. Moi, ce que je dis par contre, là, on va terminer avec ça, mais ce que je dis, tu sais, quand je conforme des sites web à la loi 25, je leur dis, tu sais, le site est conforme la journée que je te le livre. Mais si 2 semaines plus tard, tu installes autre chose ou que tu modifies des paramètres, je peux pas te garantir. Fait, parce que c'est vivant tout ça. Donc, c'est pas un devoir que tu sais, c'est fait une fois, j'y repense plus. Il y a à certains égards, il faut que tu reviennes. Mais sinon, de manière générale, tu peux te dire que tu as ta checklist, puis OK, ça c'est fait, ça c'est fait. Certaines petites choses sont peut-être à revérifier aux 3 mois ou 6 mois peut-être. Ouais. Mais oui, ça demeure un chapeau de plus qu'on a apporté. Et ça, on ne se le cachera pas là, comme entrepreneur. Puis, il faut vivre avec maintenant. Puis si vous avez la paresse, hein, évidemment, prenez-vous un spécialiste, là, puis le spécialiste va le faire pour vous. Hein. Je veux dire, des gens qui nous nomment responsables de protection de vie privée, oui, OK, il n'y a pas de problème. Et nous, on va la faire la job peut-être aux 3-6 mois et vous avez des questions. Ah, j'ai tel nouveau fournisseur, est-ce que tu penses que c'est correct? Ou tel nouvel outil que je vais mettre sur le site web ou mettre YouTube sur le site web ou peu importe quoi. Ben là, on est là, on répond aux questions. Nous, on a fait les recherches pour vous, puis on va vous dire qu'est-ce qu'il faut faire vis-à-vis de ça. Absolument, tout à fait. Ben, écoute, gros merci. Merci à tout le monde d'avoir été là. Puis, gênez-vous pas pour nous contacter. Donc, à très bientôt. Merci. Bye bye tout le monde. Au revoir.